Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Voici les titres de ce samedi 27 juillet. Les athlètes monégasques dans le grand bain des Jeux. Vous entendrez la réaction de Quentin Antonielli en repêchage après sa 4e place aux séries en aviron. Et les impressions de Lisa Pou et Théo Druhen, honorés d'avoir été porte-drapeau à la cérémonie d'hier. Le Jimmy's Monte-Carlo fête cette année ses 50 ans de musique, de fêtes et de nuits blanches. Son directeur Antonio Hierron sera notre invité. Comment se porte l'immobilier de luxe à New York? Où en sont les prix et la demande? Notre correspondante Alexandra Pani a visité quelques biens pour nous, accompagnée d'un expert. Et puis un moment de grâce et d'exception hier soir dans la cour d'honneur du Palais Princier. L'un des plus grands chefs d'orchestre du monde, Riccardo Muti, a dirigé pour la première fois l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Nous y étions. Mais d'abord, cette excellente nouvelle, Charles Leclerc décroche à la surprise générale la pole position du Grand Prix de Belgique. Sergio Pérez partira à ses côtés demain. Max Verstappen, qui avait réalisé le meilleur temps, a été pénalisé et rétrogradé à la 11e place. Grandiose, magique, féerique, la presse du monde entier salue la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris. Une cérémonie en présence du prince Albert II, la princesse Charlène, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella. Émilie Rousseau, vous êtes notre envoyée spéciale. Vous étiez hier soir au pied de la Tour Eiffel et aujourd'hui aux côtés de nos athlètes. Oui, avec nos porte-drapeaux de la délégation monégasque Lisa Pou et Théo Druhen qui ont vécu cette cérémonie d'ouverture, vous l'avez dit, fantastique, unique et historique puisque pour la première fois elle n'avait pas lieu dans un stade mais sur la scène. Lisa, comment vous avez vécu cette cérémonie d'ouverture? C'était assez humide, je dirais, mais c'est vrai qu'on a passé un bon moment tous ensemble. Je pense que la pluie a rajouté un peu de piment à la soirée et c'était vraiment top. Est-ce qu'on oublie la pluie, Théo Druhen, quand on défile sur la scène à bord de ces paquebots? Oui, on l'oublie même si on se sent un peu mouillé avec les manches à l'air. Mais oui, on l'oublie, c'est comme si elle s'arrêtait, elle s'effaçait, tellement que c'est magique. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Je pense que c'est vraiment la foule. Moi j'ai vraiment apprécié voir les gens vraiment contents d'être présents, que ce soit les personnes qui avaient de la place et celles qui n'en avaient pas. Et vraiment les moments clés pour moi, c'est vraiment quand on passait sous les ponts et que là on était vraiment au plus proche du public. Parce qu'autant sur les rives on les voyait d'assez loin, mais c'est vrai que sur le pont on les voyait, ils étaient à 10 mètres de nous et j'ai vraiment aimé ces moments-là. Et vous Théo, c'est vos deuxième Jeux Olympiques, ouais. Contrairement à Tokyo, qu'est-ce qui a été différent ici à Paris? Déjà le public, comme Lisa a dit, voir tout cet engouement, en nous voir passer et que même si c'était des supporters du Mexique qui étaient là, qui faisaient des trucs, en fait ils encourageaient tout le monde, et peu importe les pays, donc ça c'était vraiment bien, voir tout le public acclamer toutes les délégations et tous les bateaux passer, c'était vraiment très bien. Et après aussi l'ambiance était vraiment complètement différente parce qu'à Tokyo, dans un stade, même si c'était quand même grandiose, là dans la scène c'était juste incroyable. Alors, il y avait un athlète qui ne figurait pas avec vous sur le bateau, c'était Quentin Antonielli puisqu'il concourait aujourd'hui, le rameur monégasque en skiff. Il a terminé 4e de sa série, il passera donc par les repêchages pour se qualifier en quart de finale et nous l'avons rencontré. Merci à vous deux. Avec plaisir. Merci à toi. Quentin, est-ce qu'on peut avoir ton sentiment de ton entrée en lice au jeu? Bonne première course quand même, techniquement, physiquement. On savait que la course allait être compliquée, donc ouais, on a envoyé, on a fait le job. Je me préserve un petit peu dans les derniers 200 mètres en voyant que ça passait pas pour la course de demain. Mais la forme est là, les concurrents sont là aussi, donc ça promet pour la suite de la régate et on va bien s'amuser. Donc ouais, hâte de continuer. C'est un site justement qui permet de s'amuser? Ouais, toutes les installations ont été refaites à neuf pour l'occasion et franchement, il y a tout qui est nickel. Donc c'est vraiment top comment c'est organisé et comment on est reçu ici. Donc ouais, il y a tout qui est ouvert quoi, pour s'amuser sur l'eau. Et désormais pleinement concentré sur cette phase de repêchage pour toi? Ouais, ça y est, donc on est vraiment rentré dans le sujet. Les repêches, c'est un poil compliqué parce que c'est la dernière chance. Si on passe pas, là, on est vraiment en dehors de l'objectif. Donc c'est une course normalement où je pars favori, mais il ne faut pas partir à la fleur au fusil, il va falloir y aller pour la gagner et pour rester devant tout le temps.
Et la course de repêchage de Quentin Antonielli aura lieu demain matin. Notez également l'entrée en lice de Xiao Xingyang en tennis de table. Elle sera opposée à la Tchèque demain soir, Anna Matelova. Merci Émilie et à demain pour les résultats et les réactions. Nous avons suivi Xiao Ziyang à l'entraînement à Monaco avant son arrivée à Paris. Elle nous a confié ses impressions et ses espoirs. Anaëlle Marquez, Lionel Bernardi. Dernière ligne droite pour la joueuse de tennis de table Xiao Xingyang. La pongiste monégasque représentera dès demain la principauté aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais avant la compétition, place à l'entraînement, même si l'excitation et l'impatience commencent déjà à monter. Je me sens très contente, très envie d'y aller et très envie de participer. C'est vrai qu'il y a un peu des émotions et tout, les stress, mais j'ai habitué, je suis contente. J'étais déjà à Tokyo, donc pour moi c'est un grand honneur de participer déjà et c'est ma deuxième fois, donc c'est la deuxième fois que j'ai réussi mon rêve. En effet, en 2020, Xiao Xingyang avait déjà porté les couleurs de Monaco au JO de Tokyo, mais cette année, l'athlète est bien décidée à ramener une médaille en principauté, même si elle est la seule joueuse de tennis de table monégasque à participer à la compétition. Xiao Xin est une grande professionnelle et elle joue au tennis de table depuis très très longtemps et elle a des objectifs et c'est ses deuxièmes Jeux Olympiques, donc j'espère que ça va bien se passer et qu'elle va avoir un très bon résultat. Aux côtés de son coach, l'athlète est concentrée, elle enchaîne les coups droits et les revers à une vitesse époustouflante. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. L'actualité sportive, c'est aussi l'E1 Series à Monaco. Après les qualifications aujourd'hui, place à la course demain. Hier, l'ambassadeur de Monaco en Inde, Didier Gamerdinger, a donné une réception en l'honneur de l'équipe indienne Blue Rising, team qui compte dans ses rangs la monégasque Lisa Cossin-Battaglia. 50 ans, ça se fête, surtout pour une discothèque connue dans le monde entier. Le Jimmy's Monte-Carlo souffle cette année ses 50 bougies. Son directeur, Antonio Hieron, répond aux questions de Maclor Babutulua. On souffle des bougies ce soir, celle des 50 ans du Jimmy's, lieu incontournable pour faire la fête en période estivale et pas que d'ailleurs. L'établissement fête son demi-centenaire, tout comme le Sporting Monte-Carlo, où il a élu domicile en 1974. On accueille le directeur de ce club mythique depuis 2011, Antonio Hieron. Bonsoir. Bonsoir. Si on fait une petite rétrospective de votre carrière, vous débutez comme barman, puis chef barman, vous occupez consécutivement les fonctions de directeur de la Rascasse, puis restaurant Lounge Zebra Square, avant de prendre la tête du Jimmy's. Est-ce que l'on peut dire de vous que vous êtes un self-made man, un autodidacte? Oui, déjà vous connaissez déjà toute ma vie. Hein. Oui, effectivement, moi je suis arrivé à Monaco dans les années 90, en 92. Et après, c'est vrai que j'ai fait mon petit chemin. Je me suis occupé aussi de l'ouverture du Beef Bar. Donc le premier Beef Bar, c'est moi que j'ai ouvert avec le groupe Giraudy. Et après, c'est vrai que j'ai eu le grand honneur et plaisir d'être appelé ici au Jimmy's à gérer cette boîte mythique. Donc je n'aurais jamais pensé un jour de pouvoir être directeur. Voilà. Et justement, si vous deviez revenir sur les moments forts de ces 13 années à la tête du Jimmy's, lesquels seraient-ils? Écoutez, c'est tous les ans. Tous les ans, en fait, le Jimmy's, c'est un lieu mythique, comme vous savez. C'est un lieu qui est connu dans le monde entier. Nous, pendant des années, on a même organisé le Jimmy's World Tour. En fait, l'hiver, quand on était fermé, on faisait des soirées Jimmy's à l'étranger. Et je peux vous assurer que n'importe où on allait dans le monde entier, on a fait beaucoup de dates. Tout le monde connaît le Jimmy's, tout le monde connaît le Jimmy's. Donc, j'étais un peu, au début, même choqué du fait qu'une boîte telle que le Jimmy's, elle est connue dans le monde entier. C'est pour moi un honneur d'être là. Après, c'est vrai que dans les années, tous les ans, ils sont différents. Toutes les saisons, ils sont différents. On a eu beaucoup de people, on a eu beaucoup de gens, beaucoup de clients. C'est vrai que de dire tout ce qui s'est passé, ça va être très très long, mais au niveau d'expérience personnelle, c'est très enrichissant et très intéressant. Et puis, il y a le Covid qui a mis pas mal d'établissements à terre, mais pas le vôtre. Comment vous êtes-vous sorti de cette épreuve ?
Ben, écoutez, c'est facile. On a, comme vous savez, le Jimmy's appartient à l'ASBM. On a quand même, on s'est remis en question, parce qu'en fait, c'est tous les ans qu'on se remet en question, parce que c'est pas parce qu'on existe depuis 50 ans et on est le lieu mythique qu'il faut lâcher la prise. Donc nous, on se met en question tous les saisons, et tous les saisons, on essaie d'améliorer le service. Voilà, on essaie un peu de suivre la vague du clubbing, parce que bon, dans ces derniers 13 ans, ça a beaucoup changé. Voilà, il a beaucoup évolué. Donc on essaye un peu de suivre cette vague du climbing. Vous avez donc célébré l'anniversaire du Jimmy's en grande pompe en présence du prince Albert II, de sa nièce Camille Gottlieb, du pilote de Formule 1 Charles Leclerc, venu célébrer sa victoire au Grand Prix de Monaco, qui a d'ailleurs prononcé « I hope Jimmy's is ready », littéralement « j'espère que le Jimmy's est prêt », juste après avoir franchi la ligne d'arrivée en mai dernier. C'est fort. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment ? Ah non, moi j'étais devant la télé, je regardais, je ne voulais pas croire à mes oreilles quand il a dit ça à Charles. Charles, en plus, personnellement, je le connais depuis des années, depuis qu'il avait 15-16 ans. Et quand il a dit ça dans le casque, c'est vrai qu'on était un peu choqués. Bon, l'anecdote, c'est qu'on a eu la réservation de Charles quelques jours en avant. Donc c'est vrai qu'eux, ils ne bloquent jamais vraiment les tables, mais on savait qu'il venait. Mais après, quand il a gagné, là, j'ai compris que c'était quelque chose de magique cette année. Et c'est vrai que vers 19h30, j'ai reçu un appel de Charles où il me disait « Antonio, bon, on s'est félicité ». Et après, il avait réservé une table pour 15 personnes. Du coup, il m'a annoncé qu'il c'était 150. Donc là, on a dû tout changer, le layout du Jimmy's, pour pouvoir accueillir tous les invités de Charles. C'était un grand honneur, c'était un plaisir et c'était la fierté monégasque. Voilà. Et quel est le programme du Jimmy's cet été? Sur quel DJ pourrons-nous enflammer le dance floor? Là, sur l'été, on travaille avec une équipe de DJ résidents, c'est une dizaine de DJ de la région qui nous apportent vraiment cette nouvelle tendance musicale au Jimmy's. Et on aura le samedi, donc samedi soir, on aura la soirée officielle de Philippe Plain. Philippe Plain, c'est un designer qui est partenaire avec le Jimmy's depuis 10 ans. Et donc avec la présence d'Alec Monopoly, qui serait au platine. Et après, sur le mois d'août, pour l'instant, on va annoncer Rick Ross sur le samedi 9 août et après pendant tout le mois d'août il y aura des surprises pendant tous les week-ends. Donc on ne lâche pas l'affaire, vous inquiétez pas. Bon, on a tout noté, hein, le rendez-vous est pris. Vous avez reçu une multitude de DJ stars, Black Coffee, Martin Solveig. Quelle autre star rêveriez-vous de recevoir? On a eu même Bruno Mars une année au Jimmy's, donc on a eu vraiment des gros stars. Hein. C'est vrai que Black Coffee aujourd'hui, Blondish, c'est les DJ phares, c'est les DJ qui sont un peu de partout. Mais c'est vrai que mon rêve, c'est même pas un rêve, mais mon souhait, ça serait un jour d'accueillir David Guetta. Ça c'est sûr, ça serait quelque chose qu'on pourrait peut-être envisager d'organiser. Eh bien merci Antonio Hierron d'avoir répondu aux questions de Monaco Info et on ne manquera pas de venir faire la fête au Jimmy's. Ben, je vous invite, tous les ans je vous invite, donc je vous attends avec impatience. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pris, voilà pour cette interview d'Antonio Hierron réalisée cette semaine. Encore une journée pour profiter du salon Monaco Méditerranée au Grimaldi Forum, un événement sous le haut patronage de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II qui rassemble les spécialités de plusieurs pays bordant le bassin méditerranéen. L'occasion d'échanger directement avec des artisans, artistes, créateurs, producteurs et fabricants. Émilie Terrasson, Camille Caloni. Un petit tour de Méditerranée en plein cœur de la Principauté. Depuis vendredi et jusqu'à dimanche, le salon Monaco Méditerranée accueille des exposants venus de Tunisie, de Grèce, d'Italie, de France et aussi de Monaco. L'objectif est de faire découvrir leur culture et bien évidemment leurs produits. Donc les exposants ils font un échange beaucoup entre eux des produits, des savoir-faire et ça donne un peu la lumière pour tous ces artisans qui travaillent dans l'ombre, mettre à l'honneur leur travail. Donc c'était l'idée de faire ces mélanges et tout, faire un peu rayonner ces produits-là. Sur le salon, il y en a pour tous les goûts. Originaire de la Principauté, Alicia Balerio propose des tenues de seconde main pour les enfants. Nous demain, c'est une boutique en ligne pour les enfants de 0 à 12 ans.
où il y a des vêtements de seconde main, des jouets et des livres. Donc le but c'est de faire de l'économie circulaire, de faire du commerce local et engagé. À quelques pas de son stand, direction Istanbul pour un voyage au pays de l'œil bleu. Quand j'ai entendu qu'il y a le salon de Méditerranée, mon truc que j'ai fait c'est complètement Méditerranée avec les yeux comme vous voyez, comme on connaît de partout, les yeux de protection déjà, c'est mon symbole. Et c'est comme que de bons ondes. Après, si vous connaissez un peu Istanbul, il y a des artisanales, les vaisselles, les trucs comme ça. Pour ces créateurs de miel du Liban, venir en principauté est le moyen de faire découvrir leur savoir-faire. Saviros Organics, c'est une autre entreprise familiale du nord du Liban. On exporte nos produits en Europe. Le point de début, c'était l'année dernière à Monaco, à ce show. Et cette année, on voulait venir avec plus de produits pour proposer une gamme plus large suite au succès de l'année dernière. Et l'objectif, c'est de faire découvrir plus les produits du Liban à Monaco. Et pour certains exposants, venir au salon Monaco Méditerranée est donc devenu une habitude. Pour ces 3 copines qui ont chacune leur marque, Monaco est une vitrine importante. Quand on parle de Monaco, il y a forcément une incidence sur le positionnement. Donc c'est vrai qu'en termes, je dirais, de marketing, ça a forcément une incidence sur la perception de la marque. Et puis c'est une chance de pouvoir exposer ici au milieu de différentes entreprises qui sont dans des secteurs complètement différents. Voilà. Moi, pareil, moi les lunettes, c'est principalement des lunettes de soleil. Donc on est au pays du soleil, comme je répète. Et c'était important pour moi de présenter ma collection de lunettes à Monaco. Pour ceux qui souhaitent découvrir l'environnement de tous ces exposants, le salon est ouvert jusqu'à dimanche 18h. Les notes de Catalani et Schubert ont résonné hier soir dans la cour d'honneur du Palais Princier. Le grand chef italien Riccardo Muti a dirigé pour la première fois l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo devant un public conquis. Le reportage de José Sacré, Jean-Alexandre Dordet et Clélia Renaud. L'un des plus célèbres chefs d'orchestre au monde et l'un des meilleurs, le maestro Riccardo Muti, est ce week-end à Monaco pour diriger pour la première fois l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. C'est vendredi 26 et dimanche 28 juillet dans la symphonie numéro 9 de Schubert et Contemplazione d'Alfredo Catalani, un compositeur italien natif de Lucca comme Puccini, Boccherini et Geminiani. Non c'è una connessione tra Catalani e Schubert, ovviamente sono 2 mondi completamente diversi, però ho pensato che prima di Schubert un momento di meditazione, di riflessione, soprattutto in un mondo così difficile come il mondo oggi, un mondo complicato, un mondo di guerre, di bambini che muoiono, armi, il caos. Quindi questa contemplazione può significare la contemplazione del bello, dell'armonia di cui noi abbiamo veramente oggi bisogno. Deuxième œuvre au programme, la symphonie numéro 9 en do majeur dite La Grande de Franz Schubert. Schubert è la porta di Johann Strauss. Schubert porta, dentro c'è tutta l'atmosfera della Vienna malinconica, tragica, sorridente e c'è anche molto anche l'influenza di Rossini. Tant'è vero che Schubert ammirava Rossini e ovviamente Rossini ammirava molto Schubert. Quindi dal punto di vista stilistico è una sinfonia molto impegnativa, una sinfonia molto lunga, è una sinfonia che Robert Schumann, diceva è la sinfonia della divina lunghezza, perché l'arcata è molto, molto lunga e richiede una grande partecipazione dell'orchestra, quindi
In un certo senso è una sinfonia tra le più impegnative, più difficili. Questa sinfonia che è un testamento di Schubert e che Schubert non ha mai sentito, perché molte delle opere di Schubert il compositore non le ha sentite, è morto a 33 anni, 35, poco più di 30 anni. Quindi è un programma, diciamo così, per la bellezza, per l'armonia, per la pace. Non è un programma di show, di fare grande confusione, no? Per avere l'applauso. Quindi è una bella esperienza in un momento molto faticoso di questo anno. Ho lavorato negli ultimi 3 mesi moltissimo e adesso devo andare a Salisburgo per l'ottava di Bruckner, quindi siamo sempre nel mondo austriaco, nel mondo viennese. Quindi è una bella esperienza e sono contento di essere venuto qui. Un programma che fa parte della mia storia interpretativa, della mia storia musicale e che ormai è abbastanza lunga e quindi speriamo di dire a un certo punto basta, finito. Pas tout de suite, maestro. En effet, après la 8e de Bruckner à Salzbourg, vous dirigerez notamment l'Orchestre Philharmonique de Vienne dans le prestigieux concert du Nouvel An 2025, et cela pour la 7e fois, un record. Et avant cela, Riccardo Muti dirigera un second concert dimanche soir au Palais Princier. Parlons immobilier à présent. À New York, comme à Monaco, le prix au mètre carré atteint des sommets et certains biens des records. Pourtant, la hausse des taux d'intérêt pèse depuis plusieurs mois sur le marché américain. Les ventes sont en baisse. Alexandra Pani a mené l'enquête pour nous. Bonsoir à vous, c'est justement sur le toit de l'un des plus vieils immeubles du quartier, très prisé de Financial District, que je vous retrouve parce que je vais vous parler justement du marché immobilier et plus particulièrement du secteur de l'ultra-luxe. Et pour les amateurs de la série L'Agence, vous reconnaîtrez sûrement l'expert qui me guidera tout au long de cette visite. Il s'agit de Mathieu qui développe la branche new-yorkaise pour la famille Kretz. Il va nous dévoiler ce qu'il se fait de mieux dans ce domaine à New York. New York et sa skyline, l'une des plus célèbres au monde, mélange de gratte-ciel en verre, immeubles en briques rouges et bâtiments de la fin du 19e, de Tribeca au sud à l'Upper East Side, en passant par Soho et West Village. Tous ces quartiers regorgent de biens qui font rêver les acheteurs. Ces dernières années, le marché a atteint des records de vente avec des appartements allant jusqu'à 250 millions de dollars pour ce penthouse de 1600 mètres carrés dans la tour la plus prestigieuse actuellement de Manhattan. C'est entre 20 000 le mètre carré et 40 000 $ le mètre carré environ. Dans un immeuble comme celui-ci, on est plutôt de l'ordre du 20 000. Qu'est-ce qui fait rêver les gens qui arrivent à New York? Je pense qu'il y a 3 types de biens. Il y a le vieux loft classique avec les colonnes, les hauteurs de plafond, les murs en briques si possible. Ça fait rêver beaucoup de gens, même à des prix très élevés dans Soho, des quartiers comme Soho, Tribeca. Sinon, il y a effectivement les vues. À New York, on rêve tous d'une vue d'immeubles emblématiques de New York ou de la rivière. Personnellement, j'aime beaucoup la vue de la rivière. Vous voyez les bateaux passer, etc. Et enfin, il y a la maison individuelle qui, ça, est aussi qui peut intéresser une clientèle très fortunée pour beaucoup d'intimité. Personne ne vous dérange et vous avez votre petit jardin derrière. C'est très sympathique aussi.
L'augmentation des taux d'intérêt et l'inflation n'ont pas épargné le marché new-yorkais. Après des ventes bien supérieures à la moyenne en 2022, l'année 2023 marque un net recul, avec une baisse des prix des logements à la vente de 4,3%, mais une augmentation des prix à la location de 30%, ce qui conforte les investisseurs. L'acheteur new-yorkais est connu pour être généreux, mais en retour, il attend une large gamme de services. En ce moment, c'est beaucoup de clubs privés, tu sais, dans les immeubles. Tu vas trouver un truc comme à Central Park Tower, ça peut être un club privé à 100e étage. Là, tu dépenses autant d'argent pour quelque chose unique comme ça. Même on est à One Wall Street tout de suite, là, eux, c'est un des seuls qui ont un restaurant privé seulement pour les gens qui habitent dans l'immeuble. Ça, il y a les amenities, des gyms très haut de gamme, c'est ça. Tu as tout l'équipement que tu trouveras même pas dans une salle normale, avec même des piscines, avec une belle vue que tu verras nulle part. Donc je pense qu'en ce moment, ça c'est vraiment la mode entre les gens qui dépensent autant dans une ville aussi extravagante où il y a beaucoup de choix, tu vois. Ils veulent les services qui sont très importants. Le New-Yorkais, peut-être plus qu'en Europe, est habitué pour payer, pour qu'on s'occupe de tout en fait. Dans un immeuble comme ici, oui, on a un concierge qui va s'occuper de vous booker les restaurants, de vous booker les shows, etc. Un service digne d'un hôtel 5 étoiles, c'est ce que recherchent finalement les clients ici, toujours en quête d'exceptionnel pour se démarquer de leurs voisins. Et à New York, comme à Monaco, il fait beau et chaud. Bonsoir Justin Adel, on fait le point avec vous. Bonsoir Sébastien, vous l'avez dit, nous entrons dans une période très chaude où le risque caniculaire est même avéré. L'été est définitivement bien installé, avec du soleil et malgré tout quelques passages nuageux. Niveau température, on reste sur quelque chose de très lourd, avec des températures allant de 23 à 29 degrés et un ressenti qui flirtera avec les 34 degrés au cours de l'après-midi. Le thermomètre de l'eau, lui, affichera les 27 degrés. Demain, le soleil se lèvera à 6h12 et se couchera à 21h. En ce dimanche 28 juillet, nous fêterons les Sansons. Merci Justin, on se quitte avec les photos de l'E1 Série. La course c'est demain, instant capté par Stéphane Dana. Excellente soirée, à demain.